Et bonjour à tous. On va laisser quelques secondes, minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter. N'hésitez pas du coup à nous dire s'il y a des problèmes de son, de visuel tout au long de ce webinaire. Vous avez un petit onglet tout en dessous qui s'appelle Discuter avec tous les participants, qui est un chat. Donc n'hésitez pas à nous faire des messages s'il y a 2-3 soucis. Attends que tout le monde puisse se connecter tranquillement. Émeric, prête? De ton côté, tout est bon? Oui, c'est bon. Tout est bon. Ok, super. Ok, on va démarrer. Donc, merci à tous d'être venus sur ce webinaire. On continue notre lignée pour parler d'immobilier et d'immobilier de défiscalisation. Et aujourd'hui, on va plus particulièrement évoquer le sujet du monument historique et puis aussi de comment on peut optimiser ce type d'investissement-là. Donc, ça va être le sujet aujourd'hui. Pour me présenter, du coup, je suis Maëva Eléard, je vais être l'animatrice de ce webinaire aujourd'hui. Je suis conseillère en gestion de patrimoine chez Réduction Impôt. Et je suis accompagnée de mon binôme de toujours, Émeric, également du coup conseiller en gestion de patrimoine chez Réduction Impôt. Et on est accompagné aujourd'hui de Histoire et Patrimoine en Monsieur François Fréville, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Et merci pour votre présence. Donc, on va démarrer un petit peu sur le sujet et pouvoir évoquer. Donc, on va vous représenter rapidement le cabinet et puis, bien sûr, je laisserai la main à François pour vous présenter Histoire et Patrimoine. On va reprendre un petit peu le dispositif, vous présenter quelques programmes en cours et puis, pour aller plus loin, justement, vous montrer quelques axes d'optimisation possibles sur ce type d'investissement. Et bien sûr, on vous laissera le temps de poser vos questions. Donc, surtout si vous en avez au fur et à mesure de ce webinaire, n'hésitez pas à les laisser dans le chat. Et puis, on y reviendra à la fin de ce webinaire pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Émeric, je te laisse là. Oui, merci Maëva. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, le cabinet réductionimpôt.fr, c'est un cabinet de courtage en gestion de patrimoine qui a été créé en 2014 par monsieur et madame Brottier. On a accompagné plus de 650 clients dans leurs objectifs patrimoniaux à travers deux grandes thématiques, donc la défiscalisation avec le Gérardin industriel, le plan épargne retraite, le groupement forestier d'investissement, mais aussi avec des dispositifs immobiliers type Malraux et monuments historiques. On intervient aussi sur des investissements et placements financiers avec du private equity, des produits structurés, des SCPI, au travers des assurances vie françaises, luxembourgeoises et compte titres. Le cabinet, il est composé de 5 personnes, donc Monsieur Brottier et Madame Bayon au pôle financier, Madame Éveillard et moi-même au pôle financier et immobilier, et Madame Brottier au pôle immobilier et administratif. Donc voilà globalement pour la présentation du cabinet. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins sur ces solutions d'investissement. François, je vous laisse la main pour présenter Histoire et Patrimoine. Merci. Alors, je représente le groupe Histoire et Patrimoine. Nous sommes spécialisés dans la rénovation immobilière de programmes éligibles aux monuments historiques, à la loi Malraux, au déficit foncier, donc tout ce qui concerne la rénovation. Vous allez voir qu'il y a encore de belles possibilités de défiscalisation en France. Le sujet de l'impôt est un sujet en ce moment brûlant, puisque le projet de loi de finances 2026 annonce 16 milliards de collectes supplémentaires. Donc, on paiera toujours plus d'impôts, donc il y a toujours des gros besoins. Alors, Histoire et Patrimoine, nous sommes une filiale du groupe Altarea. Le groupe Altarea, c'est le premier opérateur immobilier français. C'est une holding qui détient plein de marques, comme notamment Cogedim, que vous peut-être connaissez dans le neuf. C'est détient également Noé, qui sont des résidences seniors, Pitch, Promotion, Woodéum, des immeubles en bois. Et puis à côté de ça, Altarea, c'est également une foncière de bureau très très importante.
et de centres commerciaux. Les plus grands centres commerciaux en France, c'est Altarea, Cap 3000. Si vous avez eu l'occasion de prendre le TGV pour aller à Gare Montparnasse dernièrement, la Gare Montparnasse, c'est nous. Voilà, donc on est absolument présent partout et puis on se développe également et sur le photovoltaïque et sur l'hébergement de data centers. Donc c'est toujours une structure immobilière mais pour gérer de la donnée. C'est un groupe qui fait 3 milliards de chiffre d'affaires, il y a 1,5 milliard de cash flow dans la boîte. Voilà, si demain vous devez être amené à faire une opération avec nous, vous pouvez dormir tranquille, on ne partira pas avec la caisse. Donc ça c'est très très important d'amener en tout cas la garantie du groupe Altarea sur toutes nos opérations. On peut passer les slides suivants si vous voulez bien. Donc voilà, nous en tout cas au sein de ce grand groupe, la partie rénovation, alors plus de 30 ans d'expérience, aujourd'hui c'est beaucoup plus puisque la première opération immobilière on l'a faite en 1977. Donc vous voyez, on avance pas mal, on est un peu plus de 200 collaborateurs, bon c'est 350 immeubles déjà sauvegardés, c'est 1,5 milliard d'euros déjà investis. Globalement, on fait tous les ans le double ou le triple du loto de Stéphane Bern, loto patrimonial de Stéphane Bern. On fait 2 à 3 fois ce volume-là, donc ce qui nous permet de sauver beaucoup plus d'opérations. C'est 4500 logements par an à peu près en moyenne qui sont en chantier chez nous. Le slide suivant, si vous voulez bien. Alors, dans le cadre de ce genre d'opération, il faut savoir que vous êtes entièrement sécurisé. Nous, on va travailler très, très en amont. Quand on dit accompagnement avec nos partenaires, par exemple, si vous devez travailler sur un sujet avec nos amis, eh bien, on travaillera, nous, en amont sur votre dossier parce que ce sont des analyses fiscales qui sont assez poussées et ce sont des ventes qui sont terriblement mathématiques. On n'est pas du tout en train d'investir dans une résidence secondaire. Ce n'est pas le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'est de regarder comment on peut optimiser l'impôt et d'aller chercher le plus gros levier possible. Pas la plus grosse vente, mais le plus gros levier possible à l'intérieur d'un investissement immobilier. Pour vous, en tant qu'investisseur, tout va être sécurisé. Encadrement juridique et fiscal, aide à la déclaration, service client dédié. On a mis en place il n'y a pas longtemps d'ailleurs une application où à l'intérieur de cette application, nos clients peuvent poser directement des questions au service travaux, au service juridique, même au service commercial s'il y a des besoins. On ne va pas s'arrêter là, parce qu'en France, à partir du moment où l'État vous concède un avantage fiscal, la contrepartie est la mise en location. Ce sont des biens qui sont destinés à amener du logement sur le parc locatif, parce qu'on est en tension absolue sur ce marché-là. Et donc, le principe de concéder de l'avantage fiscal, c'est de mettre un appartement en location. On va le gérer pour vous. Parce qu'on part du principe que nos investisseurs ont autre chose à faire que de gérer leur appartement. En tout cas, c'est une option. Si vous voulez le faire, il n'y a absolument aucune contrainte. Mais on va le gérer pour vous. On va être syndic de copro sur l'immeuble et en plus, on va garantir les loyers 5 ans sur toutes nos opérations. Donc, c'est vraiment du clé en main. C'est ultra sécurisé. Le fait simplement de gérer le bien, pour vous, c'est une garantie terrible puisque j'ai fait les travaux, j'ai fait la commercialisation, j'ai fait les chantiers. J'ai fait la livraison, je suis syndic et je le gère. Donc, vous voyez, s'il y a une fuite d'eau, on va la retrouver. C'est assez simple à gérer. Et on pourra également vous organiser le passage en meublé une fois qu'on aura, pour optimiser la rentabilité, une fois qu'on aura respecté les engagements de location. On va regarder un petit film qui dure 1 minute 30. Ça va vous permettre de voir un petit peu la typologie des bâtiments que nous faisons et la typologie des investissements qu'on peut faire dans ce cadre-là. Exactement. Alors, c'est ce qu'on a livré cette année et c'est ce qu'on va livrer sur le second semestre. Vous allez voir, c'est 1200 logements à peu près. Donc, dans différentes bâtisses, région parisienne, ici les Moulineaux, ici. L'immeuble d'avant, on a vu, c'était je cherche à Juilly. Ici, on est à Poitiers. Ça, c'est un bâtiment Malraux, plein centre-ville. On vient de livrer l'Au-de-la-Merci à Montpellier, également à côté de l'Arc de Triomphe, à l'entrée de la ville. Magnifique bastide de l'Esterel à Saint-Raphaël, assez spectaculaire, éligible au déficit foncier. Avec une vue qui n'est pas piquée des hannetons. L'hôtel de Tussé au Mans qui vient d'être livré.
Et puis, on va livrer là sur le second semestre des opérations à Versailles. Arras vient d'être livré, Trouville, Seclin, Bayonne, Metz, Nantes, Avignon, Beauvallon à côté de Lyon, Le Mans, une deuxième opération, Limeil, Nice, troisième opération au Mans, Le Pec, Lille, Strasbourg. Vous voyez, on en a absolument partout en France sur différents supports fiscaux. Voilà, quand on parle effectivement de rénovation, on parle de ce genre d'investissement. Ça peut être du patrimoine religieux, du patrimoine militaire, du patrimoine industriel, ça peut être des petits manoirs, voilà. Donc, on va avoir différents supports de fiscalité. Et pour pouvoir vraiment vous proposer un investissement, on doit partir de votre déclaration de revenus. On va regarder comment ça s'oriente. Le slide suivant. Alors, là, on va regarder précisément le dispositif monument historique. Le dispositif monument historique, alors vous allez voir, c'est très, très pérenne. Hein, ça fait partie de ces lois qui existent depuis 1913. Le Malraux, par exemple, c'est 1962. Donc, on est sur des lois extrêmement pérennes, extrêmement sécures. On est sur des niches, puisqu'on ne s'adresse pas au grand public. Hein. Et pourquoi l'État ne touche pas à ces avantages fiscaux, ne rabote pas? Tout simplement parce que l'État n'a pas les moyens d'entretenir les bâtiments classés et donc la transférer sur le privé. Le principe, alors c'est plutôt, ça s'adresse le monument historique plutôt à des gens qui payent beaucoup d'impôts ou qui sont en tout cas dans des tranches marginales supérieures. Idéalement, la tranche marginale idéale, c'est 41-45%, mais néanmoins, à partir de 30%, on peut commencer à regarder, parce que vous allez voir, j'ai des immeubles avec des ratios de travaux qui sont complètement différents. Ça permet d'impacter les revenus globaux et les revenus fonciers sans aucune limite. Il y aura une obligation, c'est de détenir le bien 15 ans dans son patrimoine, néanmoins une obligation de location que de 3 ans. Et puis, le plafond des reports, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'on va pouvoir neutraliser tous vos revenus. On va regarder un petit exemple chiffré. Tu veux bien, mais… Oui, bien sûr. Vas-y, voilà, ça c'est assez parlant. On prend l'exemple d'un investissement en monument historique à 380 000 €. L'appartement va être comment dirais-je, ventilé, puisque vous allez acheter le foncier 80 000 €, qui est, comment dirais-je, l'appartement, les mètres carrés en l'état. Donc, en général, c'est très délabré. Et on va dire, pour vous créer votre appartement, plus votre quote-part pour la rénovation de la bâtisse entière, la bâtisse est entièrement désossée et entièrement reconstruite, hein, c'est 300 000 €. Le budget des 300 000 €, on peut le ventiler jusque 4 ans. Ici, on a mis un exemple de ventilation à 75 000 € par an. Le principe du monument historique, c'est qu'on va venir créer un nouveau net imposable. Ici, on prend l'exemple d'un investisseur qui a un revenu imposable à 250 000 €, d'accord? Et l'appel de fonds de travaux, il est de 75 000. Donc, le client va déclarer, au lieu de déclarer 250, il va déclarer que 175. Donc, forcément, avec 250 000 € de net imposable, je paye tant d'impôts. En déclarant moins, j'en paye beaucoup moins. Ici, globalement, on va récupérer 41% par an de la facture travaux des 75 000 €, ce qui fait qu'on va gagner 123 000 € sur les 4 années, vous voyez, pour 380 000 investis. Ça, c'est le premier cas d'école où j'ai lissé mes appels de fonds par 4 années théoriques d'ouverture de chantier. Néanmoins, en monument historique, j'ai une énorme particularité, c'est terriblement chirurgical et c'est une mécanique fiscale qui va s'adresser vraiment de façon indépendante à chaque investisseur, c'est que je peux appeler le budget travaux que j'ai besoin à l'euro près en fonction de votre fiscalité. On reprend cet exemple, on est en année N, on va dire qu'on est en 2025, vous déclarez 250 000 €, vous me dites, Monsieur Fréville, cette année, je ne veux pas payer un seul euro d'impôt, bien, je vais vous appeler 220 000 € à peu près de travaux en une seule fois pour vous faire un net imposable à 30 000 €. Vous voyez, on peut faire ça de façon chirurgicale. J'ai un budget travaux que je peux ventiler complètement en fonction des besoins de chacun de vous. Donc, l'idéal, évidemment, c'est d'aller chercher plutôt les tranches élevées, donc de lisser, d'aller chercher des avantages plutôt à 30, 41, 45 que dans la tranche à 11. Mais après, c'est de la stratégie patrimoniale qu'il faudra voir avec vos responsables de gestion de patrimoine que nous avons ici.
Et effectivement, pour faire simple, hein, quand on est sur du monument historique, c'est exactement le même principe que de faire du déficit foncier, sauf que finalement, les travaux, on ne va pas que les impacter sur ces bénéfices fonciers, mais sur les revenus globaux. Donc, peu importe si c'est du revenu de salaire, d'indépendants, etc., on va pouvoir l'impacter sur l'ensemble des revenus que vous avez aujourd'hui sur votre déclaration d'impôt. Et donc, forcément, c'est là où ça va être pertinent sur des tranches marginales qui vont être assez importantes, comme on l'évoquait sur du 41 ou du 45. Alors, pour ceux qui sont un petit peu à l'aise avec la fiscalité, effectivement, vous l'avez compris, le monument historique est une extension du déficit foncier sur les immeubles spéciaux, ce qui permet de remonter sans limite ces fameux 10 700. Néanmoins, j'insiste sur une petite astuce qu'il y a sur le monument historique. Un monument historique est également éligible au déficit foncier pur. C'est-à-dire que c'est un choix que nous faisons en fonction de comment sont constitués vos revenus. Globalement, si vous avez beaucoup de revenus fonciers, on aura plutôt tendance à utiliser le déficit foncier sur 10 ans. Et si vous avez des beaux revenus fonciers, mais un très, très gros revenu exceptionnel, on va plutôt aller taper votre revenu global via le biais du monument historique. Exactement. On remarque que le prix, je n'ai pas toute la… oui, on pourra revenir sur les questions si vous voulez à la fin. Ok, on fait un petit point à la fin. Ouais. Allez, on continue, juste pour vous montrer quelques exemples d'opérations que nous avons. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, Histoire et Patrimoine fait à peu près 70% du marché des monuments historiques en France. Alors, on ne va pas se glorifier beaucoup, puisque c'est un tout petit marché, c'est une quinzaine d'immeubles disponibles par an. Hein, c'est terriblement compliqué à mettre en œuvre, c'est terriblement technique, donc on n'est pas beaucoup d'opérateurs sur le site. Donc ici, j'ai une opération immobilière on est à Chassagny, on va arriver à la livraison, on est à côté de Lyon, hein, on est à 30 km de Lyon, assez rapide d'accès d'ailleurs. Vas-y, on peut passer. On est sur un château médiéval du 15e, si je ne m'abuse, qui est assez spectaculaire. On a le slide d'après où on voit bien la bâtisse. Voilà. Il me reste un lot. Et c'est juste pour vous montrer comment ça s'arbitre, puisque le lot fait 275 000 €. À l'intérieur de ce… Alors, il faut savoir qu'il a été décoté parce que c'est le dernier lot, donc il y a des opportunités commerciales. À l'intérieur de ce lot, j'ai 190 000 € de travaux. Donc, c'est très simple. Si vous prenez 190 000 de travaux et qu'on va impacter la tranche à 41, eh bien, on va gagner 41%, hein, on va gagner quasiment 100 000 €. Si on impacte une tranche à 45, eh bien, on va gagner 45%. Voilà le levier fiscal qu'on va aller faire. Avec une particularité supplémentaire, c'est qu'en monument historique, les intérêts de prêt sont déductibles du revenu global. Donc, c'est une vraie, pour ceux qui maîtrisent un petit peu la finance, le prêt in fine dans ces mécaniques fiscales est absolument génialissime, pour ceux qui peuvent le faire. Bon, il y a plein d'astuces, en tout cas, pour optimiser. On regarde le slide suivant. L'idée n'est pas de faire une revue de catalogue, c'est pour vous montrer la typologie des biens que nous proposons. Je dois en avoir 7 ou 8 en stock. Et puis, nos amis de réduction d'impôts ont d'autres partenaires également. Donc, vous aurez de ce fait un accès à un éventail assez large. On travaille en ce moment avec l'Hôtel Dieu à Blois. Blois qui est une ville très, très sympa en typologie d'investissement, en aura d'investissement. C'est une ville qui fonctionne très, très bien. Et l'ancien Hôtel Dieu, c'est un ancien hôpital qui est sur les bords de Loire. Alors, quand on regarde la petite vignette, la photo du haut, ce qu'on voit derrière on a un premier clocher derrière, c'est l'église Saint-Jacques. Et quand on voit la petite pointe à droite, c'est le château de Blois, donc à côté du musée de la magie. Donc, on est en hyper centre-ville. Voilà, on a pris un appartement au hasard, mais j'ai des appartements à partir de 260 000 €. Ici, il y a un lot à 373 000 €. Je vais avoir 338 000 € de travaux éligibles. Donc, vous voyez, ça peut être assez spectaculaire aussi. Bien arbitré, suivant votre tranche marginale d'imposition, on peut récupérer quasiment 50% de l'investissement avec le levier du prêt. Donc, vous investissez 400 000, c'est 200 000 € de levier fiscal. Donc, vous voyez, le principe même de la défiscalisation immobilière, il faut repartir un petit peu sur ce que c'était au départ, et c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Vous avez un bien, hein, c'est le camembert, on va s'en faire payer entre 30 et 50% par le levier fiscal, on s'en fait payer un tiers par la mise en location sur 15 ans, et globalement, il reste 25 à 30% à financer. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup en effort d'épargne,
puisque sur un effort d'épargne, si on a bien ciblé le levier fiscal, vous allez être comme si vous faisiez un investissement à 150 000 euros. Hein. C'est ça le sujet. Hein. Exactement. Et évidemment, avec Histoire et Patrimoine, ce qu'on aime bien aussi, c'est qu'on a toujours des jolis codes par travaux qui sont évidemment hyper pertinentes quand on veut faire ce type de projet-là. Et particulièrement, là, on le voit avec moi, avec une cote par travaux qui est haute de l'ordre de 90%. La cote par travaux ne veut pas dire que le foncier ne vaut rien. C'est juste un montage juridique. Hein. On monte nos opérations en ce qu'on appelle un contractant général qui permet de ventiler un petit peu le curseur, un petit peu comme j'ai besoin de le faire. Et puis, en accord avec les DRAC, les mairies, etc. J'ai même une opération dans le nord de la France où j'ai une opération à 99% de travaux. Donc, vous voyez, ça peut être assez spectaculaire également. Exactement. Allez, on regarde le slide suivant. Dernière une opération aussi très emblématique que nous travaillons actuellement, c'est l'Hôtel-Dieu à Clermont-Ferrand. Pour ceux qui connaissent Clermont-Ferrand, c'est 500 000 habitants en agglo, c'est assez costaud. Et l'Hôtel-Dieu, il est collé à la place de Jaude. Donc voilà, vous pouvez faire du monument historique en plein cœur de ville, d'une très très grosse agglo. Donc ici, voilà, un appartement à 524 000, j'ai 430 000 euros de travaux déductibles qui permettent d'aller chercher le levier fiscal. Donc à chaque fois, ces opérations sont livrées avec des parkings, des jardins, et il y a le tramway au pied. Enfin bon, voilà. Voilà. En tout cas, on a des opérations un peu partout en France qui permettent de répondre à différentes typologies fiscales, puisque chaque immeuble a un ratio foncier travaux différent. On regarde les slides suivants. Alors ça, c'est plus pour ta partie, Maëva. Oui, exactement. Donc effectivement, on travaille avec Histoire et Patrimoine parce que évidemment, c'est l'acteur majeur sur ce type de projet-là. Et comme on l'a dit, les monuments historiques, on n'en trouve pas partout. Hein. C'est quand même des monuments qui sont rares et difficiles à acquérir. Mais on a quelques autres partenaires qui en font aussi. On vous a mis quelques exemples et un petit peu la répartition qu'on peut avoir aujourd'hui des biens en France qu'on a. Mais on en a, par exemple, qui vient tout juste de sortir en Bretagne, à Guingamp. C'est assez rare qu'on en ait dans ces coins-là. On en a un qui est en plein centre de Limoges aussi. Ça, il faut être attentif. On n'a pas toujours des biens qui sont en plein centre-ville. Et donc, Limoges, là, en fait partie. Et il reste, je crois, seulement 2 lots sur celui de Marseille. Pareil, on est vraiment au cœur de ville avec des jolis codes par travaux. Bien sûr, on pourra en rediscuter si ces biens-là vous intéressent, que ce soit chez Histoire et Patrimoine ou chez d'autres. Donc, pour aller un petit peu plus loin et pour évoquer les optimisations qu'on peut faire aujourd'hui avec du monument historique, on va évoquer ce qu'on appelle du coup le démembrement de propriété. Si ça vous parle aujourd'hui. L'avantage en fait des opérations qu'on peut avoir justement sur un montage, alors ça marche aussi en déficit foncier et en monument historique, c'est qu'on va acquérir dans un premier temps le foncier pour ensuite ajouter du coup la partie travaux. Et donc, quand on acquérit du foncier, et bien du coup, on a quand même une part, là on l'a vu, qui est relativement moins importante. Alors déjà, d'une part, c'est chouette parce qu'on peut avoir des frais de notaire qui sont réduits, mais puis on peut aussi jouer pour commencer à transmettre ces biens. Et c'est là où on peut avoir un levier qui est hyper intéressant. Ce sont des biens, comme on l'a vu, qu'on a vocation à garder au moins 15 ans avec une valeur patrimoniale très forte. Ce sont des biens qui sont vraiment jolis et qui ont vocation à durer dans le temps. Et donc forcément, qui ont vocation à être aussi transmis aux générations futures. C'est l'un des gros points quand on fait des investissements patrimoniaux. Et pour anticiper cette transmission, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du coup du démembrement. Alors, le démembrement, c'est quoi ? Eh bien, tout simplement, quand on achète une propriété, eh bien, elle va être composée de plusieurs sujets, ce qu'on va appeler la nue-propriété d'un côté et l'usufruit de l'autre. Donc, la nue-propriété, c'est ce qu'on voit juste ici, abusé, c'est le droit de pouvoir disposer du bien et de le vendre, par exemple. Donc, on a le droit, on détient finalement le foncier, on a le droit d'en disposer, de le vendre.
Et l'usufruit, c'est le droit de percevoir les fruits du bien, donc de percevoir les loyers, de pouvoir y vivre à l'intérieur de ce bien, donc de pouvoir user de ce bien. Et donc le démembrement, c'est quoi? Eh bien, c'est de séparer cette nue propriété et cet usufruit. Et donc, du coup, quand on est usufruitier, on peut continuer à percevoir les loyers et justement pouvoir profiter des travaux qu'on va effectuer sur les bâtiments, alors que le nu propriétaire va juste détenir le bien. Et donc, ce qu'on peut mettre en place, c'est de scinder au moment de l'achat du foncier, le foncier, d'une part en nue propriété pour vos héritiers, et donc leur faire une donation de cette nue propriété, et de conserver vous l'usufruit. Ce qui fait qu'on va avoir des biens qui vont être imposés seulement sur le foncier, s'il y a une imposition, bien sûr, et qu'on va pouvoir rajouter derrière les travaux et avoir, in fine, un bien qui sera automatiquement redistribué au nu propriétaire quand l'usufruitier décède. On va remettre quelques petits exemples pour que ce soit bien clair. Je te laisse la main là-dessus. Voilà l'exemple même d'un investissement à 500 000 euros en démembrement. Donc, ça peut s'adresser, vous voyez, par exemple, le monument historique, vous arrivez à la retraite, vous vendez votre entreprise ou votre exploitation agricole ou que sais-je. Votre problématique est la transmission et la défiscalisation en même temps. Vous faites un bien en monument historique à 500 000 euros avec 400 000 euros de travaux. Les 400 000 euros de travaux vont naturellement aller neutraliser votre revenu, qu'il soit exceptionnel ou important. Et vous allez garder, via une convention que votre notaire préparera, l'usufruit de l'opération. Vous allez transmettre la nue propriété. Du coup, vous allez transmettre une nue propriété, le bien en l'état, à vos héritiers pour une valeur de 100 000 euros avec les frais qui vont avec, forcément. Vous allez vous défiscaliser, encaisser les loyers, participer bien entendu à la rénovation de la bâtisse et en fonction de la convention que vous aurez passée à votre décès, eh bien, vos enfants récupéreront la totale propriété du bien et vous ne l'aurez transmis que pour 100 000 euros. Voilà le schéma un petit peu général. Donc ça se fait bien entendu, ça se prépare, ça se fait à l'acte quand vous actez une opération ou ça se fait à la fin de la défiscalisation. On ne peut pas le faire en cours, mais ça se fait en général, ça se prévoit à l'acte. Bon, ça se fait très très bien et tous les ans, on accompagne nos clients sur ce genre de dossier. Exactement. Et puis, vas-y, ouais. Et j'allais dire, donc du coup, si ces montages-là, c'est des montages qui sont complexes, c'est des montages qui sont à prévoir avant, bien sûr, l'acquisition du bien. Donc bien en discuter avant avec nous si vous souhaitez le mettre en place. Et puis donc les petits plus du monument historique, bien entendu, il y a le démembrement, il y a la possibilité d'exonération, pas de succession. Là, Maëva, je te laisse reprendre la main. Bien sûr. Effectivement, on ne l'a pas évoqué tout au long de ce webinaire. Alors, on a effectivement ce sujet du démembrement qui peut intervenir pour optimiser, in fine, les droits de succession. Mais sur certains biens, on ne va pas avoir besoin de le faire. Pourquoi? Puisque sur certains biens, on va avoir une exonération, en tout cas une forte décote des droits de succession. Mais pour ça, il faut que le bien réponde à plusieurs critères. Donc, ça ne va pas être le cas de tous les monuments historiques. Mais lorsqu'en tout cas, le monument est ouvert au public et qu'on a mis en place une convention avec le ministère de la Culture et de l'Économie, donc on a un contrat avec une durée bien précise des conditions d'ouverture au public, donc il y a des jours à respecter d'ouverture auprès du public. Et bien, en tout cas, quand on respecte toutes ces conditions, on va avoir du coup un abattement qui va s'appliquer de 75% sur les droits de succession. Et donc, on va pouvoir, in fine, avoir cette exonération. Vous avez quelques exemples, si tu peux rajouter. Oui. Non, juste pour résumer, et c'est le dernier slide, le monument historique vous permet de répondre à plein de problématiques. C'est vraiment une mécanique fiscale extrêmement chirurgicale. Vous voyez, à l'inverse, un petit peu de la loi qui était un peu générique sur la défiscalisation immobilière qui s'appelait la Pinel, qui s'est éteinte de sa belle mort le 31 décembre de l'année dernière.
le Pinel, eh bien, si on faisait une simulation tous ensemble sur le même lot, on avait tous exactement le même levier fiscal. Alors qu'en monument historique, si on fait une simulation tous ensemble sur le même lot, on aura tous un levier fiscal différent parce que ça va être vraiment, votre fiscalité, votre imposition qui fait le levier fiscal. Et donc, ça peut aller chercher, on a encore un slide, je crois, les petits plus. Non, on a non. Ouais. Je terminerai là, puis après on fait les questions-réponses. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où vous payez de l'impôt, de façon un peu exponentielle, le monument historique est une piste de travail. À partir du moment où vous avez un revenu exceptionnel, le monument historique est une piste de travail. À partir du moment où vous avez des très gros revenus fonciers, on peut regarder ça aussi. À partir du moment où vous vendez votre entreprise ou vous touchez un bonus, on peut le neutraliser. Je rencontre plein de clients qui me disent « mais j'ai vendu ma boîte au mois de mars ». Ben, on peut encore travailler puisqu'on est encore, votre déclaration, vous la ferez l'année prochaine, donc on peut encore travailler. Tant que les travaux sont payés avant le 31 décembre de cette année, ça vaudra quitus fiscal. Donc, on peut encore travailler jusqu'au 31 décembre. Exactement, c'était bien de le préciser. On va pouvoir passer à vos questions. Émeric, si tu peux… Oui. Alors, il y a Monsieur Laga qui a fait une remarque. On remarque que le prix foncier plus travaux sont largement surcotés. Comment ne pas perdre d'argent à la revente dans une quinzaine d'années? Alors, on va partir déjà d'un postulat de base. Investir dans un monument historique, c'est plus cher d'investir dans un immobilier lambda. Mais cette réflexion, vous l'avez dans l'automobile. Une automobile est un outil pour te déplacer d'un point A à un point B. Il y en a qui choisissent de le faire en Dacia, il y en a qui choisissent de le faire en Mercedes. Ce n'est pas le même budget. Donc, on est sur un immobilier qui est un petit peu hors norme, un peu atypique et qui coûte plus cher. Pourquoi? Parce que quand je travaille sur un bâtiment du 16e, du 17e, quand je fais intervenir, je ne vais pas faire intervenir Bouygues, je vais faire intervenir des compagnons, des tailleurs de pierre, des ferronniers d'art, des sculpteurs. Ça a un coût. Et c'est parce que ça a un coût que l'État concède cet avantage fiscal. Donc, il y a une double lecture à avoir dans ce genre d'investissement. Je vous fais un cas d'école, une caricature, mais vous allez comprendre. Si le prix marché dans la ville sur un immeuble de standing, il est à 5 000 €, je serai à 8 000. Je ne peux pas faire autrement de par la qualité des travaux que je fais à l'intérieur de cet immeuble. Notre boulot à nous est de vous sélectionner l'immeuble qui, une fois que le levier fiscal va être fait, je vous ramène ici. C'est ça le double boulot qu'on doit faire. Et c'est pour ça que ce sont des ventes mathématiques. Et c'est pour ça que le monument historique ne s'adresse qu'à une typologie d'investisseurs qui peuvent écraser ce coût d'acquisition. Sinon, si on a une TMI trop faible, vous allez l'acheter cher, ça vous reviendra cher. Votre revente, elle sera en fonction aussi voilà, l'opération ne sera pas super belle. Donc, il y a des critères à garder. Il y a plusieurs critères à garder. Il y a ça. Donc, on va utiliser le meilleur. Nous, on va toujours vous présenter l'opération sur laquelle j'aurai le meilleur levier fiscal. Bien entendu, quand je fais des opérations il me reste un lot, deux lots par-ci, je fais des décotes qui font que déjà vous achetez au prix du marché. Ça peut déjà être bon vallon, croyez-moi, vous l'achetez au prix du marché. J'ai des opérations au Malraux en ce moment où je décote très fort. J'ai du Strasbourg au pied de la cathédrale où je décote à 20% parce que l'immeuble est livré. Il me reste 3 lots. Je décote les lots à 20%. Donc là, je vous remets directement. Donc là, la carotte fiscale est une cerise magnifique. Donc, il faut juste comprendre qu'on est sur vous allez rentrer dans votre patrimoine un immobilier un petit peu hors norme, un petit peu plus luxueux, voilà, qui est atypique, qui vaut forcément plus cher de prix de base. Je vous invite, pour ceux qui sont férus d'immobilier, à lire, c'est mon livre de chevet, mais le guide des valeurs vénales, le guide des valeurs vénales, qui est la référence de la transaction immobilière en France et qui a une particularité, c'est que rien n'est plus, comment dirais-je, impalpable que de dire une ville, le prix moyen est 4 000 € du mètre carré. C'est un prix moyen. Dans la même ville, vous allez trouver du 500, vous allez trouver du 8 000 pour arriver à un prix moyen de 4 000. Moi, je suis plutôt sur la fourchette haute parce que je vous invite à regarder le guide des valeurs vénales. La qualité des immeubles donne des plus-values, des moins-values. Les orientations donnent. L'environnement calme ou pas calme. Un immeuble en paire de taille, c'est plus 5% et ainsi de suite. Ce qui vient vous constituer le prix. Voilà. Donc, vous allez constituer un patrimoine un petit peu hors norme et notre boulot est que vous puissiez l'acquérir sur un prix bien en deçà d'un prix moyen de marché. C'est ça notre boulot. Je rappelle que sur nos opérations, sur le locatif,
extrêmement important, il n'y a pas de critère social. Vous allez louer au prix du marché en fonction de la qualité du bien. Donc, ce qui permet aussi d'avoir, une renta qui tient bien la route, mais surtout très, très peu de litiges parce que je n'ai pas de social dans mes immeubles. Donc, ça fonctionne plutôt pas mal. Et en plus, je vous garantis les loyers 5 ans. Autre question. Et j'allais rajouter aussi, ne pas oublier que dans le prix, on n'est pas sur un prix où on a juste l'appartement seul. Dans les travaux que vous allez impacter sur l'avantage fiscal que vous avez, eh bien, il y a aussi les travaux qui sont faits sur les parties communes et qui sont en plus des parties communes particulières, puisqu'on est sur des immeubles où on essaie de conserver l'architecture de base. Donc, c'est des travaux d'une part qui sont du coup plus coûteux, mais aussi du coup un prix d'appartement qui va être impacté par les travaux qui sont effectués sur les parties communes à proportion de la quote-part qu'on a dans la propriété. Exactement. On vient livrer un appartement neuf dans une copropriété qui est refaite à neuf, ce qui donne une valeur intrinsèque du bien aussi beaucoup plus large. Vous pouvez avoir le plus bel appartement du monde, si la copro n'est pas en bel état, votre appartement il est décoté de 20%. Donc voilà, c'est un tout. Exactement. Je vous invite, nous avons une chaîne YouTube. Donc, vous allez sur YouTube Histoire et Patrimoine et on a plein de films sur la qualité des rénovations. Donner un exemple, on vient de livrer, on l'a vu dans le film, dans l'effet Waouh, le pensionnat de Juilly en région parisienne. Pensionnat de Juilly est l'ancien pensionnat royal de Paris où il était de bon ton d'envoyer les enfants en pension. Montesquieu a fait ses études là-bas, Paul Naref, Jacques Mérine, bref, on a eu tout. D'ailleurs, Paul Naref est toujours le président de l'association des anciens élèves. Et on a livré ce pensionnat. Il y a des portes sculptées sur les bâtiments principaux. Chaque porte, c'est 3 semaines de travail en sculpture. Voilà, non, ça, c'est un coût. Il n'y a pas de secret, mais bon, on est sur des bâtiments. Et en plus, nous, on fait des digicodes visiophones partout. Donc, en plus, il faut mettre de la domotique dans tout ça. Donc, c'est terriblement compliqué. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, il y a Monsieur Rousseau, déjà dans un premier temps, qui souhaite connaître un peu mieux les prix au mètre carré et qui demande si je décède avant la contrainte des 15 ans, mes héritiers, y sont-ils assujettis? Alors, sur les prix au mètre carré, j'ai un peu répondu. Le principe, c'est de vous remettre sur un prix de marché moyen et c'est pour ça que la sélection est assez mathématique. Si vous avez le levier fiscal le plus élevé, je peux vous emmener absolument partout sur nos programmes. Si votre levier fiscal, il est un peu plus faible, on a plutôt intérêt d'aller chercher des opérations où j'ai beaucoup de travaux par rapport, vous voyez, on vient jongler avec tout ça pour vous remettre. Mais le curseur, c'est vous qui le mettez. J'insiste bien, le curseur, c'est vous qui le mettez. C'est-à-dire que nous, on va vous proposer les opérations les plus défiscalisantes. Puis après, on va discuter ensemble. Peut-être que vous allez me dire, moi, je préfère une plus grosse ville. Je dis, OK, dans ces cas-là, on va faire une concession. Je vais avoir un foncier qui va m'empêcher d'avoir un gros levier fiscal. Puis on va le choisir ensemble. Ça reste vous qui pilotez votre investissement. Mais on est là pour vous donner tous les conseils avec la gestion de patrimoine. Donc, pour répondre un petit peu au prix au mètre carré, c'est ça. C'est plus cher au départ, et puis notre boulot, c'est de vous remettre en dessous. Et puis, l'autre question, Émeric? Si je décède avant la contrainte des 15 ans, mes héritiers, enfants, y sont-ils assujettis? Ok. Non, parce que là, de ce fait, on rentre bien dans le cadre du cas de force majeure, et donc vous sortez, vos héritiers peuvent revendre sans avoir à rembourser l'avantage fiscal, sans aucun problème. Et sans avoir, bien sûr, ce durée de détention qui… Exactement. Le cas litigieux, c'est, par exemple, vous investissez dans un monument historique et puis à 8 ans, vous dites, tiens, je vais passer ça dans une SCI discrètement. Là, forcément, il y aura un changement de propriétaire. Donc, l'État va dire, on ne joue plus, vous ne respectez pas la règle, je vous requalifie. Donc voilà, on y va, on sait qu'on est à 15 ans avec un seul propriétaire. C'est pour ça qu'on peut le démembrer tout de suite. On peut faire plein de petites choses astucieuses. Mais en général, voilà, on est sur des… J'ai 17 ans de maison, donc vous voyez, j'accompagne beaucoup de clients. On est sur une logique beaucoup de transmission. Vous rentrez du très beau patrimoine, à la livraison, vous avez les yeux qui brillent, on dit, parce qu'au départ, c'est des fois, quand je vous fais visiter les fonciers, c'est assez difficile de se projeter sur les bâtiments qui sont très, très abîmés. Et quand on voit un petit peu ce qu'on livre en termes de qualité, tous nos clients sont assez waouh. Et voilà, on dit du coup ça, j'avais 2-3 autres biens un peu plus classiques, je vais les vendre, et puis ça, je vais transmettre à mes enfants. Voilà, on est dans cette logique-là sur beaucoup de nos investisseurs.
En tout cas, on reste à votre disposition pour vous échanger avec vos gestionnaires de patrimoine. Et puis, si vous avez besoin qu'on se rencontre, ce sera avec un grand plaisir pour vous expliquer tout ça. Oui, bien sûr, hein, s'il reste des questions et s'il y a des choses qui ne sont pas claires, on reste à votre disposition par la suite. Et pour ceux qui ont peut-être loupé des passages, qui ont dû partir un peu en amont, ce webinaire a été enregistré et on fera bien sûr un replay pour ceux qui le souhaitent revisionner par la suite. Moi, il y avait d'autres questions? Non, c'était tout. Bon, super. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, sur la partie d'ailleurs projet aussi, il faut savoir que c'est le monument historique, on est quand même d'une des opérations défiscalisantes qui est le point sur les loyers, on l'avait évoqué tout à l'heure, mais à prendre en compte, hein, on a un engagement de location qui doit être seulement de 3 ans. Ensuite, même si on a une durée de conservation de bien pendant 15 ans, à partir de la 4e année, ce bien, on en fait ce qu'on veut. On peut très bien le récupérer pour y vivre, on peut très bien le passer, pourquoi pas, sur une résidence secondaire, ce qu'on veut, ou ses enfants, hein, si on le souhaite. Voilà, c'est des biens qui sont relativement faciles sur la partie location et qui ne sont pas contraints à des personnes en particulier avec des revenus plafonnés ou des loyers. C'est parfait, Maëva. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation et votre attention sur ce webinaire. Merci beaucoup François pour la participation. Avec grand plaisir. La présentation. Surtout, n'hésitez pas du coup à revenir vers nous s'il y a des biens qui vous ont tapé dans l'œil, si vous souhaitez qu'on échange sur votre projet. Bien sûr, on sera là à votre disposition avec grand plaisir. Merci beaucoup Émeric aussi pour la présentation et ta participation. Et je vous dis tous peut-être un bon appétit. Merci. Merci. Bon appétit. Au revoir. Merci à tous.